Donc nous voici revenus avec un quatrième tutoriel pour découvrir un peu les spécificités de la programmation sur Max dans l'intérêt de l'utilisation de la zip. Donc comme je vous avais prévenu, il y a certaines règles de programmation qu'il va falloir suivre si vous souhaitez charger correctement votre programme Max sur la zip. Je me disais que nous partirions sur la création d'un patch Max qui consisterait à créer un séquenceur mécanique, un séquenceur musical avec ces 8 électroaimants en sortie de la carte transistor que vous connaissez déjà. Donc on va partir depuis le début de la création du patch et puis établir un petit peu les règles au fur et à mesure. Alors il est vital de se rendre compte des limites de la programmation, car dès qu'on va commencer à programmer pour passer du mode externe au mode autonome, il va falloir penser déjà à tous ces détails. Alors comme je vous le disais déjà, un patch Max consacré à la zip ne peut contenir déjà que 64 objets maximum. Donc ça nous contraint à devoir vraiment réfléchir la façon dont on va pouvoir jumper, passer de patch en patch si la nécessité, si on en vient à avoir besoin de plus de 64 objets, ce qui arrivera pour certains patchs. Donc on pourra ainsi jumper directement avec la carte en mode autonome d'une partie de patch à une autre partie de patch à une autre partie de patch et ainsi de suite. On va être limité dans la programmation à deux types d'objets, des objets standards de Max, on va le voir, ou des abstractions qui ont été créées pour la zip particulièrement, et afin d'être quelque part illimité dans son utilisation. Donc le premier objet posé dans notre patch doit être un load bang. En soi, il est important de savoir que l'on va avoir une programmation qui va s'écouler de haut en bas et de droite vers la gauche. Donc le load bang est notre premier élément qui va être activé lorsque la carte sera en autonome. Donc voici la première règle si vous voulez que votre patch puisse être déplacé sur la carte. On va se rendre compte aussi qu'il n'y a le droit qu'à un seul objet ANA 7 bits et un seul objet NuMin. Ce sont les objets qu'on a vus dans la vidéo précédente afin de pouvoir récupérer les données des capteurs numériques et analogiques. Pour tout ce qui est des restrictions, je vous propose d'aller voir quand même la documentation de la zip directement sur texte, parce qu'il y en a beaucoup quelque part, mais vous allez vous y faire très rapidement, puisque de toute façon là on va voir dans la création de ce patch déjà quelques problèmes et solutions que l'on peut rencontrer. Donc pour la programmation d'un séquenceur, on sait qu'on va jouer sur le temps. Donc voici la première partie du patch qui va nous servir d'établir une durée qui s'écoule. Pour pouvoir faire jouer les électroaimants. En effet, si on va de cette manière ici, on pourra voir le temps qui s'écoule, qui va du temps 0 à jusqu'à 5000 millisecondes ou 5 secondes, et ainsi récupérer ces données de temps. Et ensuite de pouvoir décider d'envoyer un bang en fait à chaque électroaimant séparé de la durée du temps qui s'est écoulé entre deux fois que l'on a appuyé sur le bouton. Donc du coup, ainsi en faisant, je peux vous le montrer. Donc voici la première partie du patch que vous comprenez bien sûr. Maintenant je sais que je vais utiliser des boutons pour pouvoir
capturer la durée qui s'écoule entre deux pulsations. Donc notre objet de capture de capteur va être l'objet numine. Comme je le disais, on a le droit qu'à un numine et un nana 7 bits. Donc voilà, nos 3 boutons utilisés sont placés sur les 3 dernières sorties du numine. Et à partir de là, on va pouvoir répartir leur utilisation. Donc on va utiliser 3 boutons pour ce patch. Le premier bouton va servir à calculer la durée de temps qu'il se passe entre chaque pulsation et donc de créer notre motif rythmique. Le deuxième bouton va servir à pouvoir générer une boucle ou non, c'est-à-dire de pouvoir répéter le motif à l'infini ou pas. Et le troisième bouton va nous permettre de lancer le motif, de lancer la séquence. Donc ce sont 3 fonctionnalités assez indispensables lors de la création de ce séquenceur. Alors dans le numine, j'ai réalisé les choses de cette manière. Voilà, alors ça peut paraître un petit peu compliqué au départ, mais on va décortiquer tout ceci ensemble. Alors, comme je disais, un bouton va me servir à calculer le temps qu'il s'écoule entre 2 pulsations et générer mon motif. Un autre bouton va me servir à activer ou non la boucle, et on va voir que c'est cette partie-là qui va me servir à générer la boucle. Et un autre bouton, lui, va me servir tout simplement à activer, à lancer le motif. Alors je vais juste échanger les boutons, j'en ai un qui marche moins bien. Donc un bouton pour chaque fonctionnalité. Maintenant, comment se présente le déroulement du patch? Eh bien c'est simple, grâce à ce temps qui s'écoule, au Z-counter, on va pouvoir le stocker dans l'entrée froide d'un integer. Le temps s'écoulera donc dans cette partie ici et sera bangé seulement lors de l'utilisation d'un bouton, c'est-à-dire ici. On peut voir que j'ai utilisé un cell 127 car en réalité les boutons sont des capteurs tout ou rien et ils envoient seulement 0 ou 127. Alors il faut juste que je désactive quelque chose d'autre. Donc on peut voir 127 quand j'appuie, 0 quand je relâche, 127 quand j'appuie, 0 quand je relâche. Et ce sera les mêmes valeurs pour les 3 boutons. Donc le fait que vous puissiez voir un cell 127 à plusieurs endroits. Je ne vais pas expliquer la programmation max à proprement parler, puisque ça doit être un outil que vous maîtrisez normalement pour vous lancer sur des projets comme celui-là. Sinon, je vous invite à aller voir bien sûr le site de Cycling et le forum, les gens vous aident. Donc, ce bouton remplit sa fonctionnalité de banger le temps reçu dans le gate qui lui va être envoyé aux différents électroaimants. De la même façon, comme nous sommes limités à 8 électroaimants, j'ai dû ici créer un petit accumulateur qui me permet de compter les pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et arrivé à 8, il retourne à 0, du coup fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Ce qui nous permet de réécrire à chaque fois le motif, la séquence rythmique par-dessus l'ancienne. Donc cet accumulateur remplit cette fonction-là, tandis que la deuxième partie qui banque simplement la donnée de temps écoulé, lui sert à créer le séquenceur.
on enverra un 0 dans le Z-counter pour réinitialiser le Z-counter à chaque fois que j'appuie sur le bouton. Ce qui me permet d'avoir une vraie donnée de temps. Donc les valeurs de temps sont envoyées dans le gate ici, et puis sont ainsi distribuées dans chaque électroaimant. Le premier problème rencontré dans ce patch est la nécessité d'avoir un gate 8. Lors de l'intégration de certains objets dans la carte zip, il y a une limitation de mémoire consacrée à chaque objet, et en réalité on ne pouvait pas écrire un gate 8 car ceci nécessiterait trop de place sur la mémoire de la carte. Donc on s'est limité à un gate 6, mais on va voir qu'en réalité finalement cette limitation, le problème peut être réglé grâce à d'autres objets. Par exemple ici, en fait je présente donc un gate 6 certes, mais dans la sixième sortie, le rôle du toggle va être de remplir la fonction de la sortie 7 et 8 en réalité. C'est-à-dire que chaque fois que je bang le toggle, il va s'ouvrir sur la deuxième sortie. Et donc on voit bien envoyer au 8e délai. Et ensuite retourner à sa position 7 grâce à l'objet trigger bang bang. Donc en fait finalement je fais quoi? Je ne fais rien de plus que distribuer le signal d'abord au 1, ensuite au 2, ensuite au 3, ensuite au 4, et ainsi de suite. Et je n'ai pas eu de problème avec la limitation du gate. Donc il faudra se préparer à des éventualités comme celle lors de la programmation de Max pour la zip. Autre chose rencontrée ici, c'est la règle de la limite des triggers. Un trigger est aussi un objet qui demande beaucoup de mémoire pour la carte, et d'ailleurs ceci est précisé dans la documentation que je vous réinvite à aller regarder. Le trigger ne peut porter que 3 paramètres à chaque fois, et seulement des bangs 0, integer et 1. Donc tout ce qui est liste, symbole ne passe pas dans le trigger tel qu'il a été écrit pour la zip. Mais on verra qu'il y a plein de possibilités finalement d'arriver au bout de nos idées. Le deuxième bouton maintenant sert à faire jouer la séquence. Il se présente très simplement avec un trigger bang. On aurait pu aussi mettre un message bang, ça remplit les mêmes fonctions. Le trigger bang va donc lancer le premier délai, et ensuite je vais faire en sorte que chaque délai active le délai suivant de la manière suivante. Voilà, comme je vous le disais, chaque trigger est limité à 3 paramètres, mais en soi, il se trouvera plus tard qu'on n'en a pas besoin de plus. Donc voici, et chaque dernier bang de mon délai va servir à activer le délai suivant. Le dernier trigger bang, en fait, lui va venir passer en réalité à l'intérieur du gate, et c'est ce qui nous permettra de déterminer si oui ou non on fait une boucle, et donc on répète ce motif là plusieurs fois, ou alors si on s'arrête à notre 8e et dernier électroaimant. Donc en effet le gate sera ouvert ou fermé grâce au bouton numéro 3, et donc par exemple je vais appuyer sur le bouton numéro 3, voilà. Lorsque j'appuie sur le bouton numéro 3 et que le toggle est activé, la gate est ouverte,
et donc le motif sera répété à chaque fois. Si je ferme, la gate est fermée ici, et donc le motif ne sera répété qu'une seule fois. C'est ce qui nous permet de choisir en fait ou pas de faire une boucle. Maintenant, comme nous sommes en MIDI, les choses sont assez simples. On a le droit à une valeur 127 comprise entre 0 et 127. Les électroaimants, eux, fonctionnent de la manière suivante, c'est-à-dire que lorsqu'on envoie un 127, ils vont s'activer. Lorsqu'on envoie un 0, ils vont se désactiver. Donc la manière de créer un élément percussif avec des électroaimants est en fait une alternance entre la valeur 127 et la valeur 0. Donc, vous l'aurez compris, ce que l'on va faire, c'est envoyer un 127 pour chacun de ces électroaimants. Ce sera la première valeur envoyée pour chacun d'entre eux. Et comme on ne veut pas que nos électroaimants restent en place, activés, mais en fait qu'ils soient juste des instruments percussifs, on va devoir envoyer la valeur 0 juste après avoir envoyé la valeur 127. Donc, lors de l'écriture de ce patch, moi j'ai rajouté un petit délai de 50 millisecondes avant d'envoyer le 0. Et donc ici on peut voir en effet que la valeur 127 va être envoyée et un bang sera envoyé par la suite à un délai 50 qui lui enverra un 0. Donc notre séquenceur est aussi simple que ça, il est déjà créé et maintenant il nous suffit de choisir ses sorties. Et ces sorties, pour le mode autonome, on l'a vu dans la vidéo précédente, ce sera simplement un PWM out et un PWM 2 out. Donc on envoie le 127, puis le 0, le 127, puis le 0, le 127, puis le 0, et ainsi de suite. Et voici en réalité notre séquenceur déjà créé. On ne s'est retrouvé pas contraint à d'énormes difficultés. Donc on a vu les restrictions sur l'objet trigger et finalement quelque chose dont je n'ai pas parlé jusque là mais qui est vraiment très important et devrait être un réflexe de la programmation de Max, c'est la restriction du nombre de liens ou de cordes qu'il y a par objet en sortie. On a forcé l'écriture de Max de la manière suivante. Un seul fil est possible par sortie des objets afin de ne pas avoir un trouble, une erreur avec deux câbles qui se superposent et que l'ordre ne soit pas exécuté de la même façon. Chacune de ces fonctionnalités en réalité prend de la place de la mémoire et donc on est quelque part restreint à des règles qui sont une certaine rigueur dans la programmation. Il se trouve bien sûr une restriction sur les types d'objets que nous allons utiliser et la structure du patch. On a vu par exemple qu'on ne pouvait pas faire de sous-patch dans nos programmes, mais on peut passer bien sûr d'un patch à un autre. Donc c'est la manière qu'il faudra utiliser au travers de l'objet jump. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est regarder la liste des objets externals pour Max, ce qui vous permettra en réalité de remplir toutes les fonctionnalités nécessaires. Alors nous voici sur le patch des objets reconnus. C'est un patch que je vous conseille de travailler avec, car dessus se trouvent à la fois tous les objets standards que vous pouvez utiliser, mais aussi tous les objets externals, toutes les abstractions qui ont été créées pour que vous puissiez faire ce que vous souhaitez avec la carte zip. Donc chaque objet a ses paramètres et ses limites qui sont précisées.
On peut voir donc que les objets GSwitch et GSwitch2 sont possibles. Il en va de même pour le toggle et le band aussi. Donc ce sont les seuls objets graphiques en fait auxquels vous avez le droit lors de votre programmation. Ici on retrouve donc tout ce qui va être propre à l'utilisation de capteurs, actionneurs avec la carte. Finalement on peut finir avec l'intégration du patch séquenceur qu'on a fait à l'intérieur de la carte zip puisque tout est branché. Il est donc ici. Donc on a choisi notre fichier max comme tout à l'heure et on le charge. Et ainsi on peut voir, hop, réussite. L'objet contient moins de le patch pardon, contient moins de 64 objets et respecte toutes les règles de la programmation qui sont nécessaires. Finalement, vous pouvez vous rendre compte si vous recevez un message d'erreur ici en affichant ces tableaux de la liste de vos objets, et si vous envoyez un qui n'est pas correctement affiché ou qui n'est pas présent du tout, une ligne, et bien dans ce cas-là, vous pouvez localiser un problème qui n'aurait pas été localisé par la console Max. Mais il ne devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. De toute évidence, c'est une carte très complète et qui nécessitera la lecture approfondie de la documentation si vous voulez aller au bout des possibilités, s'il en existe. Voilà, merci d'avoir suivi ces vidéos et j'espère que ça vous sera utile pour la suite.